Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec une actualité assez chargée. Alors, je vous propose aujourd'hui qu'on change un petit peu la formule puisque Abdeljelil m'a envoyé un certain nombre de questions très intéressantes qui proviennent des auditeurs. Donc, je vous propose de prendre la liste de ces questions et puis de dessiner une stratégie iranienne à partir des réponses à ces questions. Donc, je vous lis donc le déroulé des questions et puis je répondrai au fur et à mesure. Voilà. Alors, après des mois de tensions militaires, de frappes, de sanctions, d'affrontements indirects, l'Iran demeure au centre des équilibres régionaux et internationaux. Alors que certains annonçaient son affaiblissement, voire son effondrement, Téhéran semble avoir démontré une capacité de résistance militaire, mais également une résilience diplomatique, ça c'est très important également, qui lui permet de rester un acteur incontournable dans les négociations internationales. Et j'ai presque jusqu'à dire que c'est l'acteur majeur de toutes les négociations internationales aujourd'hui, ou pratiquement. Comment expliquer cette situation? Quels sont les véritables objectifs des États-Unis et d'Israël? L'Iran est-il sorti renforcé de cette confrontation? Et quelles pourraient être les conséquences pour l'ordre international en mutation? C'est ce que nous allons analyser aujourd'hui. Alors, première question. Une guerre qui n'a pas atteint ses objectifs? Point d'interrogation. Les États-Unis et Israël ont multiplié les pressions militaires, économiques et diplomatiques contre l'Iran. Pourtant, le régime iranien est toujours en place et semble avoir conservé ses principales caractéristiques. Selon vous, les objectifs initiaux de Washington et de Tel Aviv ont-ils échoué? Alors, il me semble que c'est une évidence que les objectifs de Washington et de Tel Aviv ont échoué. Et à ce titre, je voulais préciser que bien que ces objectifs aient été rapidement modifiés en ce qui concerne les États-Unis, avec une préoccupation pour le fait que ce pays n'ait pas de nucléaire, il est évident, à mon avis, que l'objectif initial n'était pas celui-là, et il est toujours quelque part la destruction de l'État iranien pour une raison principale, c'est que cette guerre n'est pas une guerre entre les États-Unis et l'Iran, mais bien une guerre entre les États-Unis et la Chine. C'est ça qui est l'objectif principal de cette guerre. Et comme le professeur Marandi l'a montré, la Chine est dans un processus qui est très avancé de capter l'ensemble du Moyen-Orient pour l'attirer dans le giron des BRICS. Peut-être à la différence des Émirats arabes unis qui restent sous l'égide d'Israël, mais pour les autres pays et surtout pour l'Arabie saoudite, c'était le cas. Donc, il était très important pour les États-Unis de briser ce processus en attaquant l'Iran et en détruisant l'Iran, que ça soit le Shah ou un autre qui dirige d'ailleurs, puisque à un moment donné, ils avaient, semble-t-il, même été chercher Ahmadinejad, que pourtant ils présentent comme un ennemi d'Israël et des États-Unis. Mais l'objectif était bien celui-là, et c'est également celui d'Israël qui vise à une hégémonie locale et régionale, et donc qui a toujours voulu faire de l'Iran un confetti de tribus qui se battent, comme ils ont fait avec la Libye, avec l'Irak, comme ils ont essayé de faire avec la Syrie, ça ne marche pas, comme ils sont en train d'essayer de faire avec le Liban, puisque leur objectif, c'est de diviser les communautés entre elles. Donc, c'était évidemment leur objectif également. Et dans ce sens, cet objectif n'a pas du tout fonctionné. Donc, ils se sont rabattus sur un faux objectif qui est celui du nucléaire,
mais évidemment, c'était pas le nucléaire. Et l'autre raison pour laquelle les États-Unis voulaient mettre la main sur l'Iran, c'était bien entendu le fait que l'Iran est un des principaux fournisseurs de gaz et de pétrole à la Chine, de pétrole essentiellement. Et donc, dans ces conditions, ça permettait d'essayer d'avoir un levier sur la Chine pour négocier, essayer de sortir un peu de la mâchoire dans laquelle les Chinois ont enserré les Américains avec le monopole que les imbéciles démocrates précédents ont laissé en faveur de la Chine sur les terres rares. Et bien entendu, la responsabilité de cette situation n'est pas celle de Trump, puisque aujourd'hui on est bien évidemment tellement content d'accuser Trump de toutes les turpitudes possibles, et il n'en manque pas, bien entendu, mais l'initial et l'affaiblissement extraordinaire des Américains dans le domaine des terres rares, comme dans le domaine de l'industrie, comme dans le domaine du commerce, comme dans le domaine de la technologie, comme dans le domaine militaire, il vient pas de Trump, il vient surtout d'Obama et de Clinton, de tous ceux qui ont laissé la Chine prendre un avantage extraordinaire, surtout depuis 10 ans, par rapport aux États-Unis. Donc, je dis pas ça pour dédouaner M. Trump, mais pour dire que c'est pas lui qui a la responsabilité première. Et je dirais même que dans ces conditions, on peut appliquer la maxime qui dit que les responsables des guerres ne sont pas ceux qui les font, mais ceux qui les ont rendues inévitables. Et en l'occurrence, ce sont les prédécesseurs de Trump qui ont rendu cette guerre inévitable et non pas Trump lui-même, même s'il a déclenché. Voilà. Donc, en tout cas, cette question est très pertinente. Alors, on va continuer. La résistance iranienne, militaire iranienne, malgré l'écart considérable en matière de puissance militaire, l'Iran a démontré sa capacité à répondre et à maintenir une forme de dissuasion. Quelle leçon militaire peut-on tirer de cette confrontation? Eh bien, moi, j'en tire une leçon militaire, surtout, c'est l'impréparation totale de la part d'Israël, de la part des États-Unis et même d'Israël en ce qui concerne cette guerre. Parce que si je peux considérer, comme je l'ai expliqué précédemment, que sur le plan stratégique, cette guerre pouvait avoir un intérêt pour les États-Unis pour empêcher la poussée de la Chine vers le Moyen-Orient, et par ailleurs pour avoir un levier pétrolier pour négocier l'embargo des terres rares actuellement que les Chinois mènent vis-à-vis des États-Unis. Si ça c'était compréhensible, ce qui est totalement incompréhensible pour moi, c'est le patouillage total de cette stratégie américano-israélienne, parce que il est évident qu'une opération terrestre dans ces conditions était totalement impossible. D'ailleurs, l'essai, la tentative d'Ispahan, qui n'était pas pour sauver le pilote, bien entendu, mais pour essayer de monter un corps expéditionnaire pour aller attaquer la centrale d'Ispahan, essayer de trouver une partie ou la totalité de l'uranium enrichi et puis de le voler, a montré que d'abord les Iraniens étaient tout à fait préparés, et surtout le terrain dans lequel les Américains auraient pu se mettre était impossible. Donc, il est clair et absolument clair que cette stratégie d'envahissement direct ne pouvait pas marcher, que la stratégie consistant à bombarder l'Iran, alors même que les Américains n'avaient de moins en moins de bombes à cause de la guerre d'Ukraine, était donc une erreur aussi. Et moi, je pense personnellement, bien que n'étant pas militaire, que s'ils avaient voulu,
D'abord, il fallait qu'ils partent sur le principe d'une guerre longue et pas d'une guerre courte, parce qu'il fallait contribuer à affaiblir l'Iran pendant longtemps, et ça ne pouvait se faire qu'en divisant la société iranienne de l'intérieur, et certainement pas en faisant en sorte de la réunir par une série de bombardements, en commençant par une école de petites filles. Donc je pense qu'il aurait fallu, de la part des États-Unis, pousser les Kurdes d'un côté, pousser les Baloutches de l'autre côté, enfin créer, pousser les minorités à l'intérieur du pays de façon à ce qu'ils fassent des attentats, qu'ils désorganisent le pays, qu'ils coupent les routes, qui provoquent un affaiblissement supplémentaire de ce régime pendant 1 an, 2 ans, pendant longtemps, alimenté de l'extérieur par les Américains. Enfin, il fallait faire une espèce de guerre, de guérilla à l'intérieur de l'Iran, et non pas une guerre conventionnelle mal préparée, comme si on pouvait penser que ce régime pouvait tomber en l'espace d'une semaine, comme les Américains l'ont cru, et comme, à mon avis, Netanyahou l'a vendu à Trump sans y croire lui-même, à mon avis, mais dans ces conditions, pourquoi avoir poussé les Américains à faire une guerre qu'ils ne pouvaient pas gagner. Donc, je pense que autant la stratégie peut avoir du sens, autant la préparation me semblait absolument pas professionnelle et n'avait aucune chance de réussir. Enfin voilà, si je puis dire. Je ne dis pas cela pour dire que la réponse de l'Iran n'a pas été méritoire, mais ce qui apparaît surtout, c'est que on voit que cette guerre est parfaitement préparée du côté iranien. Ils savaient exactement ce qu'ils devaient faire. Ils avaient organisé la concentration en même temps que la dilution du pouvoir, de façon à ce qu'ils puissent encaisser la mort de leur leader et de 40 personnes de son entourage, ce qui est quand même un coup très très dur dès le début, et ils se sont redressés de telle sorte que dès le lendemain, ils ont tapé toutes les bases américaines, y compris les systèmes de radar à 1 milliard de dollars pièce. Donc ils ont fait très très mal, et ça, les Américains devaient le savoir. Donc la réponse, c'est que ce qui me frappe surtout, la leçon que je peux tirer, c'est que les Iraniens ont fait une guerre tout à fait prévisible et parfaitement organisée, en montrant une très grande résilience, et que les Américains ont fait de leur côté une guerre très peu professionnelle, et c'est ça qui m'étonne le plus. Ça vient pas du fait que Trump est mal entouré, parce qu'il y a le Pentagone, mais il y a véritablement un affaiblissement et de la puissance américaine qui n'est pas capable de concevoir une guerre de façon adaptée et moderne. Voilà, donc voilà ce que je peux en dire. Alors, troisième question, la résilience diplomatique. Alors que certains prévoyaient un isolement accru de Téhéran, l'Iran continue de dialoguer avec de nombreuses puissances et demeure un acteur incontournable dans plusieurs dossiers régionaux. Comment expliquez-vous cette capacité diplomatique iranienne? Alors, je dirais que l'Iran a une capacité particulière. C'est un pays qui a été mis sous sanction, d'abord après une guerre atroce dans laquelle tous les pays occidentaux ont soutenu leur ennemi, l'Irak, y compris, je dois le dire, l'Union soviétique, hein, faut pas oublier ça. Et ensuite, des dizaines d'années d'embargo, et on sait à quel point ceci est terrible pour la population, puisque ça a provoqué des millions de morts en Irak, ça a provoqué des millions de morts en Syrie et la chute du régime de Bachar el-Assad, ça a provoqué la situation que l'on sait au Venezuela, et l'Iran est un pays qui a montré une résilience tout à fait extraordinaire,
à tout point de vue, et en particulier, je l'ai appris dans le domaine agricole, puisqu'ils se sont même organisés pour être pratiquement autosuffisants sur le plan agricole, puisqu'ils le sont à 85%. Et ils ont même acheté des terres à l'étranger, dans d'autres endroits, pour pouvoir acheminer des marchandises de façon à pouvoir nourrir leur population. Et ça, quand on est en période d'embargo, c'est tout à fait remarquable. Et pour moi, l'Iran est un exemple absolu de réussite dans un embargo. Alors, peut-être peut-on attribuer aussi ce fait au fait qu'ils s'entendent bien avec le Pakistan, ils s'entendent bien avec l'Afghanistan, ils s'entendent très bien avec la Russie, avec laquelle ils ont un couloir par la mer Caspienne, un excellent couloir qu'on appelle le couloir nord-sud, où ils peuvent se faire livrer des marchandises, mais il n'en reste pas moins qu'ils ont une résilience à tout point de vue qui est extrêmement forte. Et ceci, et c'est à ça que je voulais arriver, a eu comme corollaire le fait que sur le plan diplomatique, ils ont également développé une capacité de parler à tout le monde. Alors, ils sont considérés comme en situation de blocage et d'embargo par rapport à l'Occident et par rapport aux États-Unis en particulier, puisque Trump avait supprimé l'accord de 2015 lorsqu'il était arrivé en 2019, et également parce que les Européens qui n'avaient rien à reprocher aux Iraniens, puisque à l'époque l'Iran subissait les visites permanentes de l'AIEA, l'Agence de l'énergie atomique, qui avait montré qu'il n'avait pas de programme nucléaire militaire, et pour autant, l'Europe s'est retirée de l'accord également parce qu'elle avait la trouille des réactions américaines, alors qu'elle n'avait aucune raison de le faire. Donc, ce pays se trouve en butte aux sortes d'embargo de la part de l'Ouest, mais en contrepartie a su développer des relations très fructueuses avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie, avec le Pakistan, avec l'Afghanistan, avec d'autres pays, et devient devenu une certaine forme de phare pour le monde et pour le Sud global, confère ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Tijuana au Mexique, puisqu'on sait que la délégation iranienne n'a pas été autorisée à séjourner sur le sol américain, sauf pour ce qui concerne les matchs qu'ils vont devoir jouer à Los Angeles. Et donc, ils sont à la frontière du Mexique à Tijuana. Et quand la délégation est arrivée, elle a été acclamée par les Mexicains, ce qui montre bien qu'ils ont développé effectivement une grande stratégie diplomatique avec beaucoup d'intelligence, ce à quoi il faut rajouter le fait que les Iraniens sont des diplomates hors pair, avec une capacité de prendre leur temps, ce qui est la qualité principale des diplomates, de ne pas être pris par le temps et par la montre, mais d'être capable de développer leur stratégie à long terme, et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Et on voit que ça leur sert énormément dans la façon dont ils sont en train de manipuler autant les Américains que les Israéliens, et j'en dirai un petit mot. Alors, continuons donc les questions. Le détroit d'Ormuz, un enjeu stratégique mondial. Le détroit d'Ormuz reste l'un des points névralgiques de l'économie mondiale. Pourquoi ce passage maritime demeure-t-il au cœur des préoccupations des grandes puissances? Alors, il est absolument évident qu'à partir du moment où on attaquait l'Iran, l'Iran allait
prendre pied et prendre le contrôle du détroit d'Ormuz, c'était une évidence totale. Ça a marché au-delà de leurs espérances, puisque personne n'ose traverser lorsque l'Iran ne le veut pas, et que l'Iran permet par contre aux navires chinois, aux uns ou aux autres de passer. Donc elle contrôle totalement ce détroit avec l'aide du sultanat d'Oman, dont elle partage le contrôle par les eaux omanaises à la sortie. Donc, c'est tout à fait vrai que ce canal est totalement stratégique, et à ce titre, ça dit très bien que à partir du moment où l'objectif qui consistait à vouloir faire tomber l'Iran en une semaine ne réussissait pas, les conséquences prévisibles de tel échec étaient catastrophiques, et donc ça, il fallait pas s'y prendre comme ça. Il fallait faire en sorte de déstabiliser l'Iran de l'intérieur en profitant du fait qu'elle avait de nombreuses tribus qu'on aurait pu armer, pousser, créer la zizanie à l'intérieur de l'Iran pendant des années pour les déstabiliser, mais certainement pas aujourd'hui comme ils l'ont fait. Donc, effectivement, ce passage maritime a été du coup la prise de guerre des Iraniens, et c'est pour ça que aujourd'hui ils mènent complètement la guerre à partir de ce détroit. Alors, autre question, les conséquences économiques pour les États-Unis. Toute crise majeure dans le Golfe entraîne des répercussions sur les marchés énergétiques. Les tensions autour de l'Iran peuvent-elles avoir un coût économique et social significatif pour les États-Unis et leurs alliés? Ben évidemment, c'est l'objectif principal des Iraniens. Je dirais qu'ils ont la main sur le pétrole, le passage du pétrole du détroit d'Ormuz, et à partir de ça, ils pilotent la destruction progressive de l'économie américaine et de l'économie occidentale, et même de l'économie mondiale, je dirais. Sauf que leurs alliés, comme les Chinois, sont très bien préparés et, semble-t-il, ont augmenté leurs réserves avant la crise, ce qui montre bien que cette guerre était préparée en plein accord entre les Chinois et les Iraniens. Mais donc, cette situation est des conséquences catastrophiques, et c'est ça qui montre aujourd'hui que Trump a visiblement une envie folle de répondre, même si dès qu'il a un hélicoptère qui est abattu, il fait semblant de taper parce qu'il ne veut pas apparaître comme faible vis-à-vis de ses opinions internes, mais il le fait plutôt pour des raisons internes, tout en espérant et probablement en appelant les Iraniens pour leur dire, ben dites-moi où est-ce qu'il faut que je tape pour que ça n'ait pas d'importance pour vous, et c'est ce qu'il a déjà fait dans le passé. Donc, il est évident que la bourse américaine suit ce qui se passe jour par jour, et le cours du pétrole pareil, et le prix du gallon également pareil, et les Iraniens pilotent cette économie selon ils ouvrent un peu plus le canal ou qu'ils ferment un peu plus le canal. On voit la bourse américaine qui réagit immédiatement. Donc ça, c'est, je dirais, l'essentiel de la force iranienne, c'est effectivement les tensions et le coût économique et social pour les États-Unis et leurs alliés. Alors, autre question. Donald Trump face au dossier iranien. Le président Trump avait promis d'imposer un nouveau rapport de force à l'Iran.
comment jugez-vous aujourd'hui les résultats de cette stratégie? Ben, elle est complètement ratée puisque c'est plutôt les Iraniens qui imposent un rapport de force aux États-Unis, c'est évident, et à leurs alliés, c'est évident. Alors, c'est à tel point vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, plus ça va, plus Trump est en situation de demandeur, et c'est lui qui dit « Ah, ça y est, ça y est, ça y est, on est un accord, on a un accord », et ce sont les Iraniens qui font la fine bouche en disant non, il n'y a pas d'accord, il y a encore plein de points, etc. Enfin, il y en a là un qui le prend de haut en disant il y a encore plein de choses à discuter, etc. Et il y en a un autre qui est presque dans un état de prostitution et on a l'impression qu'à un moment donné, il va se mettre à pleurer en disant s'il vous plaît, acceptez, etc. Donc, les États-Unis et Trump en particulier donnent d'eux-mêmes une image extrêmement négative et on voit bien que ce sont les Iraniens qui imposent le rapport de force aux États-Unis et pas du tout le contraire. Alors, autre question, Israël a-t-il atteint ses objectifs? Israël justifie ses actions par des impératifs sécuritaires. Cette confrontation a-t-elle renforcé ou affaibli la position stratégique israélienne dans la région? Alors, cette confrontation, évidemment, a affaibli profondément la position stratégique israélienne dans la région, puisque l'objectif d'Israël était de faire tomber le régime. C'était eux qui avaient promu cette stratégie auprès de Donald Trump et ils l'ont poussé dans une guerre très rapide qu'ils ont complètement ratée. Et aujourd'hui, je dirais que ils sont tellement affaiblis qu'ils sont en phase je dirais pas de blocage, mais de divergence profonde avec les États-Unis sur cette affaire. Et je vais expliquer pourquoi. Il y a aujourd'hui deux stratégies. Une stratégie américaine qui, je dirais, est orientée vers le stop. Stop, on trouve des solutions et ça sera autour de la position iranienne qui ne bougera pas puisque les Iraniens veulent purement et simplement être rétablis dans leurs droits, le droit d'avoir leur balistique, le droit d'avoir leur atome, leur industrie atomique civile ou même militaire, le droit de faire du commerce, le droit d'être intégré dans la communauté internationale. C'est ça que les Iraniens veulent et c'est légitime. Et comme c'est légitime, ils ne lâcheront pas là-dessus. Donc les États-Unis ont très clairement montré que par-delà les quelques bombardements qui continuent, ils vont véritablement dans cette direction qui est le stop. Et par contre, Israël est dans le encore. Et non seulement ils sont dans le encore, mais même on s'aperçoit, et je trouve c'est assez sidérant, que bien que cette situation ait des conséquences prévisibles très négatives pour Israël, en particulier ceux d'une fâcherie avec les États-Unis, les opposants à Netanyahou, que sont Yair Lapid et Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre, reprochent à Netanyahou non pas de s'être lancé dans une guerre stupide et sans issue, mais de ne pas avoir réussi à la gagner. Donc, ils en rajoutent par rapport à la stratégie de Netanyahou. Donc, il y a une sorte de fracture qui est en train de se construire entre les États-Unis et Israël. Je ne suis pas certain que ce soit une vraie fracture, mais je pense que c'est plutôt là aussi une posture de Trump pour se mettre un peu dans la poche une partie de son opinion qui est celle qui est en train de grandir et qui s'appelle les anti-israéliens et les anti-sionistes américains.
Ça, c'est vraiment la grande nouveauté aux États-Unis. Et si Trump a fait cette déclaration, a fait fuiter cet échange où il a dit, semble-t-il, à Netanyahou, tout le monde te déteste, tout le monde déteste Israël. C'est pas du tout pour faire pression sur Netanyahou, parce qu'il sait parfaitement que s'il faut faire pression sur Netanyahou, il n'y a qu'une chose à lui dire, c'est j'ai arrêté de payer. Voilà. Ce matin, j'ai arrêté de payer, j'ai demandé, j'ai obtenu le blocage, j'ai demandé le blocage des livraisons d'armes et de munitions. Et à ce moment-là, dans la journée, euh, Netanyahou aurait fait ce qu'il veut. Il aurait dit à la Knesset, on est obligé d'accepter la paix parce que les Américains nous y obligent. Or, il n'a pas dit ça. Donc, à partir du moment où il est dans les paroles, mais pas dans les actes, les Israéliens qui sont les ultra pragmatiques ont parfaitement compris que ça les autorisait à continuer à frapper le Liban, et c'est exactement ce qu'ils ont continué à faire. Donc, Trump n'est pas dans la confrontation avec Netanyahou, contrairement à ce qu'on dit, pas du tout. Et je pense que les Iraniens en ont tiré la conclusion que s'ils devaient faire plier Israël, il fallait qu'ils le fassent par leurs moyens propres et pas en faisant pression sur les États-Unis, puisque ça n'aurait pas véritablement de résultat. Alors, il faut parler un petit peu de ça. Je pense pour ma part que le fait qu'ils aient imposé l'inclusion du Liban dans la négociation est un élément qui leur permet d'avoir une raison de continuer à frapper Israël. Pourquoi je dis ça? Parce que si je me mets à la place des opinions iraniennes, je dirais que le Liban, c'est bien gentil, mais moi, je suis iranien. Ce que je veux, c'est que mon gouvernement, il s'occupe d'abord de mes souffrances et de la paix dans mon pays. Pourquoi est-ce que mon pays, l'Iran, exigerait que on arrête les tirs sur des Libanais qui sont des amis mais qui sont pas mon pays, plutôt que de s'occuper de ma famille et de mes compatriotes iraniens. Donc, ça veut dire que de la part de l'Iran, étendre le conflit en incluant le Liban est un risque politique par rapport à leur propre population. C'est évidemment un risque politique. Et pourquoi le prennent-ils? Je pense qu'ils le prennent parce qu'ils ont par ailleurs une stratégie qui consiste à utiliser le fait que Netanyahou continue à frapper le Liban pour eux pouvoir continuer à frapper Israël et affaiblir Israël progressivement. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire, Israël est un pays qui est en fait, en réalité, extraordinairement fragile parce que c'est un pays qui est petit et qui dépend de quelques éléments logistiques qu'il est très facile de détruire. En particulier, 3 ports, en tout et pour tout, qui sont le port de Haïfa, le port d'Ashdod et le port d'Elat. Et dans ces 3 ports, il y en a un qui est tout à fait fondamental, c'est le port de Haïfa, puisque une bonne partie des importations de carburant, de marchandises, de biens, d'armes progressivement arrivent par le port d'Haïfa. Et on a constaté que chaque fois que Israël frappe le Liban, les Iraniens frappent le nord d'Israël, mais en réalité, c'est pas le nord qui frappe, c'est qu'ils frappent les bases les bases israéliennes qui sont en bordure de la frontière, Kiryat Shmona et dans les, j'ai pas la liste des bases, mais c'est ça qui frappe, bien entendu. Et par ailleurs, il frappe le port de Haïfa.
Et quand ils auront suffisamment frappé le port de Haïfa, et plus ils détruisent le port de Haïfa, plus ils rendent difficile l'approvisionnement d'Israël en armes et en munitions. Et l'autre moyen dont ils disposent, c'est la vietnamisation des forces de Tsahal, qui fait des opérations, je dirais, de cinéma, comme ils ont l'habitude de faire quand ils ont dit qu'ils ont pris la forteresse de Beaufort. Si on regarde où est cette forteresse de Beaufort, elle est à moins de 5 kilomètres de la frontière israélienne, donc la belle affaire, aller prendre une place forte, un piton rocheux à 5 kilomètres de la frontière, c'est pas du tout une maîtrise du sud Liban, bien au contraire. Alors, ça n'empêche pas Israël de frapper, de faire fuir les populations, de frapper le sud de Beyrouth, mais ça s'appelle pas, pour moi, une invasion ni une maîtrise. Ils ont avancé de quelques kilomètres à l'intérieur de leur frontière au sud Liban, mais ils sont pas du tout au Litanie. Ils ne maîtrisent pas du tout cette bande de terre qui fait 30 kilomètres de large entre la frontière et le Litanie. Ils y sont pas du tout. Donc, ils utilisent des subterfuges pour dire, vous voyez, regardez, on a conquis un poste absolument stratégique, mais ils vont se faire tirer dessus. Et c'est déjà le cas d'ailleurs. À mon avis, ils sont plus à la forteresse de Beaufort, et à mon avis, le drapeau israélien qu'ils avaient planté a déjà été enlevé. Donc voilà, donc il y a ces deux aspects-là qui me semblent être caractéristiques de la stratégie iranienne. Le premier, c'est la dévitalisation logistique, puisque lorsqu'ils auront tiré sur les ports, ensuite il leur reste à détruire les quelques aéroports. Il y a peut-être 3 aéroports en tout et pour tout qui sont capables d'accueillir des gros porteurs en Israël. Donc, lorsqu'ils auront détruit les pistes de ces aéroports, Israël sera privé en particulier de carburant et n'aura pas la possibilité d'approvisionner ses chars. Donc, à ce moment-là, les Iraniens les auront mis dans une situation très difficile, et à mon avis, c'est ça leur objectif. Et je rajouterai un détail, c'est que pour qu'ils puissent le faire, en évitant le risque d'un retour nucléaire israélien, il faudra qu'ils le fassent très progressivement, de façon à ce que, vis-à-vis du monde extérieur, et ça c'est très très important, ils apparaissent sans arrêt comme les victimes du conflit et pas comme les agresseurs. Donc c'est pour ça qu'ils prennent leur temps. Et puis, si ça dure, ça augmente la pression des Américains, puisque ça leur permet de dire, tant que vous n'avez pas maîtrisé Israël, ben nous on ne conclut pas. Donc c'est bien joué, je dirais. Et en faisant ça, ils tendent à mettre le coin, enfoncer le coin entre Israël et les États-Unis, puisque ces deux pays ont maintenant des objectifs stratégiques opposés par rapport à cette guerre. L'un veut arrêter et l'autre veut continuer. Donc voilà la situation en ce qui concerne Israël, et donc la réponse à cette question, qui était: la confrontation a-t-elle renforcé ou affaibli la position stratégique israélienne dans la région? Il est évident pour moi que cette confrontation a profondément affaibli la position stratégique israélienne dans la région, la principale réponse étant le fait que l'objectif d'Israël était et reste la chute du gouvernement iranien. Et évidemment, cette chute n'a pas été obtenue, et je dirais même plus, puisque le résultat de la mort de l'ayatollah Khamenei, qui était le porteur de la fatwa qui empêchait l'Iran d'avoir sa bombe atomique, cette fatwa n'a pas été renouvelée par son fils, et donc la porte est aujourd'hui ouverte vers l'obtention de la bombe atomique par les Iraniens. Et je pense qu'ils sont en train de le faire, je le crois profondément, puisqu'ils savent très bien que dans le cas contraire, il y aura une nouvelle attaque dans 6 mois ou dans 1 an. Et donc, la seule façon pour eux d'obtenir la paix, comme l'a fait
la Corée du Nord, c'est d'obtenir une sanctuarisation de leur pays et de faire semblant de négocier, tout en refusant de parler du nucléaire, et c'est ce qu'ils ont fait, en disant on reprend les choses après. Donc ils se sont donné 3 mois ou 6 mois, et dans le délai des 6 mois, ils sortiront leurs bombes. Je suis persuadé qu'ils sont prêts, qu'ils n'avaient pas de programme militaire, mais que par contre, les différents aspects qui permettent de monter la bombe, c'est-à-dire d'une part la balistique, dont on sait qu'ils sont très bons, d'autre part la matière fissile qu'ils avaient enrichie à 60%, ce qui n'est pas très loin des 90, mais qui n'est pas, et d'autre part un troisième aspect dont on ne parle pas, qui est la connectique, qui est la mise à feu de la bombe, qui est un aspect extrêmement technique. Je suis persuadé qu'ils avaient également travaillé la question de la connectique, qui était en dehors des travaux et des visites de l'AIEA, mais qu'ils avaient donc les différents éléments étaient prêts, de telle sorte qu'ils s'étaient positionnés comme un pays du seuil. Ce qu'on appelle un pays du seuil, c'est un pays qui n'a pas la bombe, mais qui est prêt à l'obtenir, et que la mort de l'ayatollah Khamenei a été le déclencheur de cette nouvelle stratégie. Et à ce titre, si les Israéliens ont été ceux qui ont finalement provoqué, ben ils ont fait, je dirais, l'erreur majeure de leur histoire, la plus grande erreur de leur histoire, puisqu'on peut bien penser que derrière ça, l'Arabie saoudite aura également sa bombe, et d'autres pays peut-être, Oman je ne pense pas, Koweït je ne pense pas, mais peut-être les Émirats, je n'en sais rien, et puis peut-être la Turquie. Donc dans ces conditions, il y a un pays à qui ça ne plaira pas du tout, évidemment c'est la Russie, puisqu'elle ne voudra pas que surtout les Turcs aient leurs bombes, mais c'est pour ça, à mon avis, que les Iraniens avaient prévu la chose et s'étaient rapprochés des Chinois, qui eux n'ont pas de problèmes locaux, et pour qui le fait que les Iraniens aient la bombe et le reste de la région également ne gêne pas. Donc voilà la situation actuelle. Alors, autre question, l'émergence d'un monde multipolaire, la Russie, la Chine et plusieurs puissances émergentes suivent avec attention l'évolution du dossier iranien, bien entendu. Cette crise confirme-t-elle le déclin d'un ordre international dominé par une seule puissance? Ben, c'est évident. C'est évident. Et à ce titre-là, je veux rappeler que le sommet qui a eu lieu entre Trump et Xi Jinping ne ressemble absolument pas à un Yalta, contrairement à ce que certains l'ont dit, parce que dans un Yalta, il ressort quelque chose d'extrêmement riche, c'est-à-dire un partage du monde. C'est-à-dire, à la sortie d'un Yalta, on peut dire ça c'est à moi, ça c'est à toi, là-dessus on a des coopérations possibles, là on a des divergences possibles, on acte le nouveau partage du monde entre deux grandes puissances. C'est pas du tout ça qu'on a vu. On a vu un sommet où la forme a été très bien présentée, mais il n'est rien sorti sur le fond, à part une phrase ambiguë de Trump en ce qui concerne Taïwan, mais il n'est rien sorti du tout, ce qui montre que ce n'est pas un Yalta, mais bien une passation de pouvoir, avec des États-Unis empêtrés, qui n'ont réussi à résoudre aucun problème, ni industriel, ni sur le plan des terres rares, ni sur le plan du commerce, ni sur le plan des droits de douane, ni sur aucun plan. Et par contre, des Chinois qui les ont regardés se noyer, empêtrés dans leurs problèmes iraniens, dans lequel les Chinois d'ailleurs avaient très largement agi, à mon avis, pour préparer ce piège. Mais c'est véritablement une nouvelle configuration du monde. Et moi, aujourd'hui, si j'ai quelque chose à rajouter là-dessus, c'est que, en tant qu'Européen et en tant que Français, et en tant que
membre d'un pays qui se veut libre et qui aujourd'hui ne l'est pas puisqu'il est sous l'égide de l'OTAN et dominé par la culture américaine, l'économie américaine, la puissance américaine, l'OTAN américain et les stratégies américaines et le système mondialisme américain et anglo-saxon. Je souhaite que les Américains se plantent dans cette guerre d'Iran et dans cette guerre d'Ukraine de façon à ce qu'ils abandonnent l'Europe à son destin, de façon à ce que la France puisse retrouver son indépendance et son destin, mais je souhaite évidemment pas que le monde bascule sous une égide chinoise pour laquelle je n'ai aucune garantie que les Chinois ne voudront pas utiliser leur puissance pour en faire une hégémonie, comme les Américains l'ont fait dans les années 90, lorsqu'ils ont été débarrassés de la puissance soviétique. Donc, je trouve à ce titre, et je rappelle un article que j'ai fait, qui s'appelait les stratégies chinoises pour remplacer ou pour battre les États-Unis, que j'ai écrit en 2001 et qui est disponible sur mon site françoismartin-géopolitique.fr dans la rubrique Asie, et que je demanderai peut-être à Abdeljelil de mettre en lien s'il le veut bien. Les Chinois, le Parti communiste chinois, avait préparé une stratégie en 8 points il y a 10 ans, en 2016, pour battre et remplacer les États-Unis. Et moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est la rapidité assez extraordinaire avec laquelle les Chinois ont mis en place ce plan. Et je pense qu'il va se poser une question au sein des élites chinoises, entre ceux qui voudront profiter de cette puissance pour asseoir leur pouvoir sur l'Asie, sur l'Afrique, sur l'Amérique latine, sur la Russie, etc., sur le Moyen-Orient, qui va tomber dans l'escarcelle chinoise d'ici peu, et d'autres au sein de l'élite chinoise qui diront il ne faut pas faire peur, nous sommes aujourd'hui le centre du monde et quelque part le leader du monde, donc il faut rassurer les pays alentours, sinon ils iront, on va se séparer de l'Inde et un certain nombre de pays iront vers l'Inde, iront vers les États-Unis, iront vers l'Europe, parce que nous leur ferons peur. Donc je pense qu'il y a ce débat qui va se poser, qui va être intéressant. En tout cas, je ne peux certainement pas être d'accord avec ceux que je considère comme très naïfs, qui disent mais il n'y a pas de raison que la Chine ne profite pas de sa puissance, ils sont amicaux, etc. C'est une puissance commerciale, d'accord, c'est une puissance commerciale, mais comme je dis toujours, l'appétit vient en mangeant. À partir du moment où on a des instruments de la puissance et on a la possibilité de dominer, il est très rare que les personnes et même que les États qui peuvent dominer décident volontairement de ne pas dominer. Ça n'est jamais arrivé. Quand une puissance a la possibilité de devenir un empire, elle le fait. Donc, c'est pas parce qu'elle n'utilise pas le militaire qu'elle ne cherche pas à devenir une puissance impériale quand elle peut le faire. Donc, ça veut dire qu'il est déjà nécessaire d'attirer l'attention, mais ça me semble évident que on va avoir un renforcement de la puissance de la Chine dans les années qui viennent, et ça sera très important pour nous, les autres peuples, et c'est vrai également pour les pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et de partout, de faire attention à ça et de ne pas donner
tout ce qu'il faut aux Chinois pour augmenter leur puissance. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, la crise confirme le déclin d'un ordre international dominé par une seule puissance, ça c'est absolument vrai. Alors ensuite, il nous reste 2 questions. Quel avenir pour le Moyen-Orient? Assiste-t-on à une recomposition durable des équilibres régionaux avec l'émergence de nouveaux rapports de force? Oui, je le pense absolument. D'abord, plusieurs réflexions de grands spécialistes américains, géopoliticiens comme Douglas MacGregor ou l'ancien ambassadeur Chas Freeman, qui disent que de toute façon la guerre est perdue pour les États-Unis et que leur influence sur le Moyen-Orient est perdue. Et à ça, d'une part, il faut attribuer la stupidité des démocrates qui ont laissé se développer depuis 3 ans l'accord entre l'Arabie saoudite et la Chine et l'Iran, ce qui était une erreur fondamentale, qui ont laissé Ben Salman continuer à faire les affaires et se faire payer en yuan au lieu de se faire payer en dollars. Il fut une époque où Ben Salman, lorsqu'il a annoncé ça à Biden, il serait pas resté au pouvoir plus de 15 jours après ça. Et donc ça voulait dire un affaiblissement de la part des États-Unis. Je ne juge pas de ce qui est bien ou est mal quand je dis ça, mais je dis simplement que si on est une puissance, il faut conserver les instruments de cette puissance. Et après, il faut pas pleurer quand on a perdu les instruments de puissance et la guerre géopolitique qui va avec. Et c'est ce que les Américains ont fait. Et d'autre part, évidemment, la stupidité totale du fait de ne pas avoir défendu les pays du Golfe lors de la réponse iranienne dans la guerre, puisque c'était évident que ces bases américaines étaient mal défendues. Et aujourd'hui, tous ces pays qui, à mon avis, auraient dû depuis très longtemps tirer les leçons du fait que la protection américaine, c'était du bidon et donc il fallait s'organiser par eux-mêmes pour avoir leur puissance propre et leur indépendance propre. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris et qu'ils ne se mettront pas sous l'égide absolue de la Chine, mais ils basculeront plus dans le camp des BRICS que dans le camp américain. Voilà ce que je pense. Donc, effectivement, cette guerre est véritablement le signe, comme je l'ai dit suite au sommet de Pékin, d'un basculement du monde et de l'émergence de nouveaux rapports de force. Et une question corollaire se pose évidemment dans cette affaire, c'est que si les Américains perdent leur pouvoir d'influence au Moyen-Orient ou qu'il est considérablement affaibli, à quoi servira Israël? À quoi servira de continuer à payer pour les États-Unis pour Israël si Israël n'a plus ce rôle de gendarme du Moyen-Orient réconcilié avec l'Iran sous l'égide de la Chine? Donc, il est évident que Israël, à mon avis, va être profondément affaibli puisqu'il n'aura aucun objectif stratégique et ça ne manque pas d'analystes, y compris en France, qui disent que Israël cessera d'exister dans ces conditions. Et je pense que c'est tout à fait possible que Israël cesse d'exister dans ces conditions sous la forme actuelle, en tout cas qu'elle soit amenée à changer très profondément et de dirigeants et de stratégie, puisque je vois pas pourquoi qui que ce soit continuerait à mettre de l'argent en Israël si Israël n'a plus de rôle de gendarme, puisqu'il n'y a plus personne à gendarmer. Donc en tout cas, dans cette recomposition des forces du Moyen-Orient, il y aura évidemment le rôle d'Israël et la notion même d'Israël qui va changer. Alors ensuite, dernière question, les perspectives de négociation. Une solution diplomatique durable est-elle encore possible
entre l'Iran, les États-Unis et les puissances occidentales, quelles seraient les conditions minimales pour qu'un dialogue crédible puisse reprendre? Alors d'abord, la solution diplomatique durable, oui, elle existe, bien entendu. C'est la demande iranienne purement et simplement, et à mon avis sans en changer un iota. Les Iraniens demandent qu'on leur rende l'argent qu'on leur a volé, ils demandent que l'on leur laisse le balistique, ils demandent qu'on ne touche pas au nucléaire, et à mon avis, ils vont sortir du chapeau à un moment donné le fait de dire qu'ils se sont équipés sur le plan nucléaire comme Israël l'a fait, je vois pas comment on pourra le leur reprocher. Donc, ils ont leur liste de 10 points. Et je rappelle à ce titre d'ailleurs que lorsque Trump avait décidé de rendre Israël, que l'Iran retourne à l'âge de pierre, et que 2 heures avant l'ultimatum, la fin de l'ultimatum, il a demandé, il a dit que un dialogue était possible. Il a précisé que c'était sur la base des demandes iraniennes. Donc, les Iraniens se basent là-dessus depuis ce moment pour dire puisque vous êtes d'accord, acceptez-le. Et c'est Trump qui est revenu en arrière à ce moment-là, ce qui montre qu'il avait dit ça, non pas parce qu'il était d'accord avec l'Iran, mais parce qu'il cherchait à faire baisser le prix du pétrole qui était monté à ce moment-là entre 110 et 120 de mémoire, et qui est redescendu. Donc c'était pour des considérations boursières qu'il avait fait ça. Mais ceci dit, la demande iranienne me semble tout à fait légitime, et je pense donc que les Iraniens ne bougeront pas et qu'on finira par se mettre d'accord sur leur demande. Donc ils auront tout gagné puisqu'ils auront récupéré non seulement leurs prérogatives, mais également le détroit d'Ormuz, également le fait qu'ils obtiendront de tous les pays du Golfe qu'ils exigent que les Américains n'aient plus de base au Moyen-Orient. Donc je pense que l'Iran va gagner sur toute la ligne. En tout cas, c'est ce que je pense. En tout cas, il serait bien bête d'accepter des concessions puisque Trump est au bout de sa vie et au bord de la crise économique, et donc il faudra qu'il en passe par les conditions iraniennes. Quelles seraient les conditions minimales pour qu'un dialogue crédible puisse reprendre? Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, le caillou dans la chaussure, c'est Israël, puisque les États-Unis ont dit à de nombreuses reprises récemment qu'ils étaient près d'une conclusion. Donc, ça veut dire qu'ils souhaitent une conclusion. Celui qui ne la souhaite pas aujourd'hui, c'est Israël, mais l'Iran, en exigeant que la négociation du Liban soit incluse, et ils ont inclus également l'arrêt des exactions en Cisjordanie et à Gaza, et à mon avis, ils ont eu absolument raison. Ils piègent Israël, et tant qu'Israël va continuer à frapper, eux, ils vont continuer à frapper, et à mon avis, ils frapperont essentiellement sur les troupes de Tsahal à l'intérieur du Liban et au bord de la frontière, d'une part, pour les affaiblir, et d'autre part, sur le port de Haïfa, pour continuer à affaiblir le pays tout entier. Et ça va prendre un certain temps. Donc, les Israéliens sont dans la nasse. Après que ce soit les Américains qui aient été dans la nasse sur le plan économique avec le blocage du détroit d'Ormuz, c'est maintenant, à mon avis, essentiellement la question israélienne qui va occuper les discussions et les actions. Les Israéliens sont dans la nasse. S'ils arrêtent, ils reconnaissent leur défaite et la réussite de l'Iran. Et s'ils continuent, ils vont continuer à être affaiblis parce que l'Iran aura le prétexte dont il a besoin pour taper
pour taper sur les forces vives israéliennes et en particulier sur tout ce qui concerne la logistique, puisque la logistique israélienne est le point faible de ce pays. Voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont remis les outils en force. C'est d'une part parce que ça bloque le détroit de Bab-el-Mandeb, donc ça accélère la crise et donc ça met une pression supplémentaire sur les Américains et sur les Européens pour accepter les conditions iraniennes. Et d'autre part, évidemment, on demandera aux Houthis d'être en première ligne pour tirer sur le port d'Elat pour affaiblir, continuer à affaiblir le pays. Donc voilà, j'ai répondu aux questions excellentes qui avaient été posées. J'espère que j'ai pu un peu éclaircir le tableau. En tout cas, pour moi, les choses avancent. Par-delà les souffrances, je trouve que les Iraniens pilotent ce processus de résolution du conflit d'une façon remarquable. Les Chinois qui sont derrière le pilotent également avec eux d'une façon remarquable. On va voir comment les choses vont avancer. À mon avis, il y en a à peu près pour un mois à tout casser. Et d'ici là, on verra, je pense, une solution sortir. Mais encore une fois, elle ne se fera que lorsque Israël aura été suffisamment affaibli. Et c'est pas Trump qui obtiendra quelque chose, ce sont les Iraniens qui l'obtiendront en les affaiblissant progressivement. Voilà. Et si jamais, comme ça doit être le cas, et je vais terminer avec ça, Israël a envie d'utiliser une bombe atomique. D'une part, ils sont dans une position extrêmement défavorable puisque l'opinion américaine est aujourd'hui montée principalement contre Israël et s'ils utilisaient une bombe atomique tactique sur l'Iran, d'abord, ça suffira pas à faire tomber un pays qui fait 91 millions d'habitants et qui est immense. Ensuite, l'opinion américaine sera absolument furieuse contre Israël, donc le blocus d'Israël sera total, il deviendra un État paria et plus personne ne voudra faire d'affaires avec eux. Et en plus, à mon avis, donc ils ne le feront pas. Et je pense que c'est pour cette raison précisément que l'Iran a fait fuiter par l'intermédiaire du Pakistan le fait qu'ils étaient dans un processus d'obtention de la bombe, justement pour pouvoir dire pour calmer les velléités israéliennes et que les Israéliens se disent faisons pas les idiots parce que on risque de se prendre une bombe en retour. Donc à mon avis, ça ne se produira pas. Donc Israël va être confronté aux conséquences de son action et sera affaibli par la guerre qu'elle est en train de mener contre les populations palestiniennes et les populations libanaises. Voilà, chers amis, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.